Et donc après discussion avec Thibault, finalement, eh bien, je me lance sur un sujet brûlant ou délicat, mais qui de l'autre côté correspond à mes obsessions scientifiques de toute ma vie. C'est les relations entre la lumière et les révolutions quantiques. Vous allez voir ce que je veux dire par les révolutions quantiques. Et c'est particulièrement approprié puisque nous venons de célébrer le lancement de l'année internationale de la lumière. 2015 est l'année internationale de la lumière. Donc le rôle de la lumière qui est au cœur de ces révolutions quantiques, nous sommes tombés d'accord que c'était un bon sujet. Et puis, pourquoi j'ai mis Einstein ? Eh bien, vous verrez que Einstein intervient dans les deux. C'est mon héros, c'est le héros d'un certain nombre de gens ici. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça peut bien marcher ? Ah, il y a encore un problème, là, ça ne veut pas avancer. Bon, et si je fais ça ? Oui, alors ça avance comme ça. Bon. Donc, je vais d'abord vous parler... Ici, je commence à vous dire deux mots de ce que j'appelle les deux révolutions quantiques. La première révolution quantique, c'est celle qui a démarré avec Planck et Einstein au début du XXe siècle, qui est une révolution conceptuelle basée sur la dualité en deux particules et qui a donné lieu à une révolution technologique qui nous a donné la société de l'information. Alors, pas qu'avec la lumière, il y a aussi le transistor, mais en tout cas, c'est la révolution de la dualité en deux particules. Et puis, à partir du débat Bohr-Einstein de 1935 sur l'intrication, eh bien, ce débat conceptuel, comme on le sait, a mis longtemps à vraiment sortir du débat épistémologique. Il a fallu attendre le rôle de John Bell. Et puis, il y a eu des expériences qui ont permis de vraiment trancher ce débat. Et aujourd'hui, au cœur des technologies quantiques, dont Jean vient de nous parler, dont les simulateurs quantiques sont un des exemples, eh bien, il y a l'intrication. Et donc, je conclurai sur la question de savoir est-ce qu'on a vraiment une deuxième révolution quantique. C'est une question d'appréciation. Je vous donnerai mon opinion sur le sujet. Ah ben décidément, ça ne veut pas marcher. Bon, allons-y comme ça. Donc, commençons par cette première révolution quantique. Donc, tout le monde sait que Planck en 1900, puis Einstein surtout, je dirais, conclut à partir de l'analyse d'un certain nombre de phénomènes. Planck, c'est le corps noir. Einstein connaît bien le corps noir, mais il parle aussi de l'effet photoélectrique. Conclut que non seulement ce dont Planck a fait l'hypothèse, non seulement les échanges entre la matière et la lumière sont quantifiés, mais Einstein va plus loin en disant que le rayonnement lui-même est quantifié, donc il va beaucoup plus loin. Et puis, en 1909, Einstein aborde déjà une question fondamentale. On sait depuis le XIXe siècle, depuis les travaux de Fresnel, Young et puis Maxwell, on sait que la lumière est une onde électromagnétique, et voilà que ces deux jeunes gens, parce que je vous rappelle que ce sont des jeunes gens à l'époque, ces deux jeunes gens disent que ce sont des particules, et évidemment, ces jeunes gens ne sont pas des idiots, et donc Einstein est obsédé, il y a plusieurs écrits d'Einstein, par comment peut-on mettre ensemble cette description corpusculaire et cette description ondulatoire. Et là, je voudrais partager avec vous un article d'Einstein en 1909, qu'un certain nombre de gens connaissent, mais qui, à mon avis, devrait être beaucoup plus connu que ça, qui est un article qui correspond à une conférence dite conférence de Salzbourg, mais qui est publiée dans Physikalische Zeitschrift. Alors, je ne lis pas malheureusement l'allemand, mais on trouve aussi bien des traductions anglaises que françaises. Et comme la plupart des articles d'Einstein de cette époque, c'est un régal absolu. Alors voilà le raisonnement, parmi plusieurs raisonnements, voilà un raisonnement que fait Einstein. Avec une expérience de pensée astucieuse dans laquelle il a le rayonnement d'un côté, du gaz, donc d'un gaz parfait de l'autre côté, et une paroi mobile ici, il écrit que ce système doit être en équilibre. De cela, il peut tirer les fluctuations du rayonnement du corps noir qui se traduisent par des fluctuations de la pression de radiation exercée par le rayonnement qui est ici. Et il écrit cette formule.
Et là, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque qu'il y a deux termes. Et ici, j'ai la traduction anglaise des mots d'Einstein. En essayant de comprendre cette expression, on note immédiatement que c'est la somme de deux termes. Le second terme peut être expliqué par oscillation theory, c'est-à-dire la théorie ondulatoire, et le premier terme résulte de l'hypothèse que le rayonnement consiste de groupements localisés d'énergie h nu, dont les quanta, qui sont réfléchis sur cette paroi. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la pression de radiation ici, ou plutôt que les fluctuations de pression de radiation, elles comportent ce terme que vous obtenez en calculant d'abord par la théorie de Maxwell la pression de radiation exercée par une seule onde. Si maintenant vous avez plusieurs ondes mutuellement incohérentes, il y a des battements. Comme il y a des battements avec beaucoup de fréquences, il y a du bruit, il y a des fluctuations. Tout calcul fait, on trouve ce terme-là. Quant à l'autre terme, c'est ce qu'on appelle en termes modernes le shot noise. C'est le fait que si vous envoyez des impulsions, la pluie qui tombe sur une surface, des impulsions avec une distribution de poissons, il y a une fluctuation associée. Et donc c'est le bruit de grenaille, le shot noise au sens moderne. Et donc Einstein conclut, il dit, voilà, quand je calcule ça, j'ai un terme qui est dû à un modèle de particules, un terme qui est dû à un modèle d'onde, donc le rayonnement est à la fois une onde et une particule. Et il y a plusieurs raisonnements de ce calibre-là, mais celui-là est particulièrement brillant et enthousiasmant, je trouve. Donc on continue dans l'histoire. 1913, l'atome de Bohr. L'atome de Bohr, c'est la quantification du mouvement des électrons, qui permet de comprendre ce fait totalement incompréhensible. Je vous le rappelle, on est tellement habitué, mais c'est totalement inimaginable à une électrodynamique classique, que les spectres des atomes soient des raies discrètes, puisque un électron tournant autour du noyau va progressivement rayonner son énergie, se rapprocher du noyau, changer de fréquence et émettre un spectre continu. Donc Bohr fait cette hypothèse audacieuse, et il quantifie le mouvement, et De Broglie en 1923, en écrivant sa formule qui établit la relation entre la quantité de mouvement et la longueur d'onde de l'onde de matière associée à cette lumière, permet d'expliquer cette condition, enfin de donner une sorte d'explication, oui, de la relation de Bohr, en disant que, sur l'orbite, il faut que l'onde se reboucle sur elle-même en étant autocohérente, c'est-à-dire avec un déphasage d'un nombre entier de 2π au bout d'un tour. Voilà. Donc voilà la dualité onde-particule. On a commencé avec Einstein, et cette fois-ci, De Broglie la généralise à la matière. Il dit des objets, les électrons, dont nous pensons habituellement que ce sont des particules, on peut également leur associer une onde. Et puis enfin, tout ça culmine... Ah oui, j'ai oublié que ça ne marchait pas. Ah, mais je sais pourquoi ça ne marche pas. Il y a un petit bouton. Ça va marcher. Et voilà. C'est formidable. Juste un petit bouton à tourner. Et tout ça va trouver une traduction mathématique tout à fait cohérente avec le formalisme de Schrödinger, de Heisenberg, et puis au-dessus de tout ça, coiffant tout ça, le formalisme de Dirac. Et donc, la physique quantique a trouvé son expression mathématique, et elle commence à produire de nombreux résultats physiques intéressants. Alors, ici, j'ai une citation de Feynman dans Lectures on Physics, 1962, qui insiste sur le fait que, bien qu'on ait fini par s'habituer à cette dualité onde-particules, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Feynman appelle ça, en 1962, le grand mystère. Alors nous verrons qu'en 1982, dans l'article qui a déjà été cité par Jean, il a admis qu'il y avait un deuxième grand mystère, mais n'anticipons pas. Donc en 1962, il dit qu'il y a un seul mystère, et voilà ce qu'il écrit. Nous allons attaquer immédiatement l'élément de base du comportement mystérieux dans sa forme la plus étrange. Et puis, donc, c'est cette dualité onde-particules, et il décrit ça, c'est dans son cours de physique quantique. Alors, comme ici, nous avons de nombreux théoriciens éminents, j'ai envie de partager avec vous une expérience spectaculaire de mise en évidence de cette dualité onde-particules, et puisque c'est la lumière qui est chère à mon cœur, je vais donc le faire avec la lumière. Alors cette expérience, en fait, a été faite pour la première fois en 1986 par Philippe Grangier, qui faisait alors sa thèse sous ma direction à l'Institut d'optique, mais je vous la présente, à l'époque c'était une usine à gaz. Qu'est-ce qui était une usine à gaz ?
Eh bien, curieusement, à cette époque-là, être capable d'émettre des photons un par un, c'était extraordinairement difficile. Et depuis, on a fait de nombreux progrès. On peut dire que c'est lié à tous les progrès des nanotechnologies, si vous voulez, on peut le mettre là-dedans. Et aujourd'hui, on sait facilement produire des photons un par un. Alors ici, c'est une expérience qui a été faite en collaboration avec l'équipe de Jean-François Roch à l'ENS de Cachan. Mais Philippe Grangier et moi avons participé à cette expérience. Et comment on fait une source à un photon aujourd'hui? Ben, ce n'est pas difficile. Pour faire, c'est comme une recette de cuisine. Pour produire des photons uniques, prenez des émetteurs uniques. Alors c'est ça qu'on ne savait pas faire en 1985. On ne savait pas isoler un seul émetteur. On avait toujours un paquet d'émetteurs et il fallait arriver à trier là-dedans pour isoler un seul photon. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Vous prenez une solution diluée que vous étalez sur une lamelle de microscope, vous pointez une seule de ces molécules, alors elle a une structure de niveau, dite à 4 niveaux ici, et si vous excitez avec une impulsion là-haut, eh bien, la molécule se désexcite par ce qu'on appelle une transition non radiative ici, émet un photon, et un seul, et retombe dans l'état fondamental. Donc on excite avec une longueur d'onde verte ici, on a un miroir dichroïque qui réfléchit le vert et qui laisse passer le rouge, d'accord? Donc vous excitez, pouf, vous récupérez un seul photon, et puis vous recommencez. Donc il y en a un à la fois, mais l'enjeu, et c'est ce qu'on a travaillé avec Philippe Grangier au début des années 1980, l'enjeu c'était de prouver qu'il y a un et un seul photon. Alors l'idée est mise ici en œuvre de la façon suivante. Si j'ai un photon et un seul, j'ai beau collimater et décollimater mon faisceau, l'élargir comme ça, eh bien le photon il va être quelque part. Par exemple, il va passer en bas. Et ici j'ai mis un dispositif qui s'appelle biprisme de Fresnel. Alors Fresnel est cher à mon cœur pour plusieurs raisons, et nous sommes en plus à l'anniversaire du mémoire de Fresnel en 1815, donc raison de plus pour honorer Fresnel. Donc on utilise ce dispositif qui est un biprisme de Fresnel. La partie du faisceau qui passe en bas est déviée vers le haut, la partie du faisceau qui passe en haut est déviée vers le bas. Et vous voyez que s'il y a un photon et un seul, et si les mots ont un sens, et si on accepte les images naïves, mais il faut toujours accepter les images naïves, on met le formalisme après. Donc on prend une image naïve, on dit ben, si les mots ont un sens, un photon un seul qui passe en bas, il va être détecté en haut. Mais s'il était passé en haut, il est détecté en bas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne sera jamais détecté sur les deux détecteurs à la fois. Et donc on fait une expérience qui consiste à mettre ici un circuit électronique qui est capable de nous dire si oui ou non les deux détecteurs sont activés en même temps. Ça s'appelle un circuit en coïncidence, et il y en a des millions qui sont utilisés dans les grands détecteurs de particules, mais là, un seul circuit à coïncidence suffit. Donc on détecte, et puis on vérifie donc avec un circuit à coïncidence que le photon est détecté soit ici, soit là, mais jamais des deux côtés à la fois. On est donc sûr qu'il y a une source qui émet des photons un par un seul à la fois dans le système. Et maintenant, vous comparez à ce que vous prédirez un modèle ondulatoire. Un modèle ondulatoire, vous direz que l'onde passe des deux côtés à la fois. Il y a un petit morceau de l'onde qui arrive ici, un petit morceau de l'onde qui arrive là, et il y a toujours une certaine probabilité de détecter en coïncidence. On peut même écrire une inégalité de Cauchy-Schwarz relative à cette situation et montrer qu'on la viole largement, ce qui prouve que ça ne peut pas être une onde. C'est une particule qui va vers le haut ou vers le bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se rappeler que si Fresnel a inventé ça, c'était pour observer ce qui se passe ici, à l'endroit où les deux faisceaux se croisent. Et là, qu'est-ce qu'on attend? Deux ondes inclinées qui proviennent de la même source, on attend des franges d'interférence. Alors on se dit, si on fait ça, c'est-à-dire on prend notre source ici, et que maintenant on vient observer dans la superposition des deux faisceaux, est-ce qu'on va observer des franges d'interférence alors qu'on a toujours notre source à un photon? Eh bien voilà la réponse. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on peut enregistrer ces choses-là. Et donc ici, je lance. Donc, qu'est-ce que vous avez ici sur le panneau noir? Vous avez les signaux détectés sur cette caméra, sur ce circuit CCD, qui est capable de détecter les photons un par un. Donc les photons vont arriver ici, ils vont se traduire par un petit point rouge, pas parce qu'ils sont rouges, c'est juste le codage de couleurs, mais en tout cas, ça va se traduire par un petit point. Alors allons-y, on lance, hop, non, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors où est-ce qu'on est là? Où est-ce que j'en suis? Voilà, hop, c'est parti.
Non, c'est pas encore parti. Si, c'est parti. Donc vous voyez apparaître les photons un par un, et progressivement, vous voyez que les photons s'accumulent sur certaines lignes verticales. Sur cette ligne-là, il n'y en a pas trop. Et donc ici en bas, on fait la somme de ce qu'on a sur chaque ligne. Et vous voyez progressivement se construire la figure d'interférence. Alors vous avez peut-être déjà vu des figures comme ça, mais si j'ose dire, c'était un peu triché. Parce que ce que les gens faisaient, c'est qu'ils prenaient un faisceau laser, ils l'atténuaient beaucoup, et un faisceau laser atténué beaucoup, c'est pas, même très atténué, ce n'est en aucun cas des états à un seul photon. Si vous l'envoyez sur le circuit à coïncidence, il y aura toujours des coïncidences entre les deux côtés. Parce que dans un état dit quasi classique ou état cohérent, eh bien la distribution de photons, c'est une distribution de Poisson. Bon, il y a des probabilités d'en avoir 0, 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est vraiment... Lorsqu'on l'a fait avec Grangier en 86, c'était la première expérience dans laquelle on commençait par vérifier d'abord que ça va soit en haut, soit en bas, et ensuite, dans la deuxième partie, on vérifie que ça interfère. Donc dans la deuxième partie, il y a un truc qui est passé à la fois en haut et en bas, et comme c'est des franges, ce truc, ça ne peut être qu'une onde. Donc voilà quand même, sous forme assez spectaculaire, illustrer cette dualité onde-particule, donc comportement ondulatoire observé pour une particule unique. Alors si vous avez envie, parce que pour enseigner par exemple, de trouver ce petit film, eh bien allez par exemple sur ma page web et puis vous pouvez télécharger ce petit film. Je crois que c'est intéressant quand même dans un cours d'optique quantique. Alors figurez-vous que cette expérience, on l'a répétée il y a quelques années, toujours avec le groupe de Jean-François Roch, avec l'expérience dite expérience de choix retardé de Wheeler. Alors un certain nombre d'entre vous la connaissent peut-être, et donc en 2 mots, je vais esquisser la chose. Voilà de nouveau la dualité en 2 particules. Alors ça, c'est vraiment la façon dont on l'avait fait avec Grangier en 82. Au lieu d'avoir un biprisme de Fresnel, on avait un système dans lequel on a une lame semi-réfléchissante, et on observe que c'est soit réfléchi, soit transmis. Et ensuite, on enlève, donc on a le circuit à coïncidence, etc. Et ensuite, on enlève les détecteurs, on recombine les 2 faisceaux. Ça s'appelle un interféromètre de Mach-Zehnder. Et le fait que le photon sorte de ce côté ou de l'autre dépend de la différence de marche entre le haut et le bas de l'interféromètre. Et donc, vous faites la première expérience, ça va soit d'un côté, soit de l'autre. Vous faites la deuxième, il y a un truc qui est passé des 2 côtés à la fois, dualité en 2 particules, or on envoie les mêmes photons uniques, on a des images contradictoires, c'est quand même bizarre. Alors quand les choses sont bizarres en mécanique quantique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir ce que nous a dit Bohr sur le sujet. Il n'est jamais très clair, mais en tout cas il est très profond quand même. Alors vous savez, il y a quand même une chose qui n'est pas vraiment une blague. Bohr, qui évidemment mettait de la complémentarité partout, a écrit très sérieusement un jour que clarté et exactitude étaient complémentaires. Et ce qu'on peut dire, c'est que Bohr faisait tous les efforts possibles pour être le plus exact possible. Et donc, comprenne qui pourra. Néanmoins, si vous allez lire Bohr, Bohr va vous dire, mais écoutez, les 2 schémas ne peuvent pas être réalisés simultanément. Il faut choisir. Soit vous posez la première question, par quel côté passes-tu? Soit vous posez la deuxième question, interfères-tu? Donc passes-tu par les 2 côtés à la fois? Et donc, si vous lisez Bohr, Bohr va jusqu'à dire, vous savez, c'était sur des débats sur la réalité physique, Bohr va jusqu'à dire, ce qui crée la réalité physique du système, en réalité, elle n'est pas intrinsèque, elle est créée par l'appareil de mesure lui-même. Voilà ce que nous dit Bohr. Alors là, il y a ce monsieur très malicieux, un très grand physicien, mais très malicieux, qui est Wheeler, qui se dit « Ah, mais alors, si c'est vraiment le système qui crée le fait que c'est une onde ou une particule, ça veut donc dire que le photon, quand il arrive ici, là, il dit « Ah ». Il me demande si je suis une particule, donc je vais me comporter comme une particule. Et puis quand il arrive là, il dit « Oula, là ils m'ont mis un interféromètre. Donc cette fois-ci, je vais prendre une réalité physique type interféromètre. » Et donc Wheeler, qui est un monsieur très astucieux et très malicieux, dit « Ouais, mais dites donc, pour passer de ce schéma à ce schéma-là,
en principe, on peut le faire après que le photon ait dépassé la première lame semi-réfléchissante. Et donc, à ce moment-là, quand le photon arrive sur la première lame semi-réfléchissante, il ne sait pas encore laquelle des deux questions va lui être posée. Donc, Wheeler a inventé ce schéma un petit peu pour montrer que ce n'est pas si simple que ça. Alors, figurez-vous que donc, cette expérience, on l'a faite. Alors, on a suivi le schéma de Wheeler. Le schéma de Wheeler, c'est le suivant. Il dit, voilà, ici, vous enlevez la lame semi-réfléchissante, donc vous posez la question, est-ce que c'est passé par le haut ou par le bas? Parce qu'ici, les deux faisceaux se croisent, mais rien ne se passe ici. Et par contre, en bas, vous rajoutez la lame semi-réfléchissante. Et donc, vous allez choisir d'enlever ou de mettre la lame semi-réfléchissante après que le photon soit passé ici. Donc, voilà. Donc l'expérience a été faite. Alors ça, c'est le schéma de Wheeler. Je vous rappelle, Wheeler est quand même un théoricien. Donc c'est dans ce livre de Wheeler et Zurek, où on voit la photo d'Einstein et Bohr en train de discuter, que Wheeler a fait la proposition. Et voilà le schéma de la main de Wheeler, dont le paquet d'ondes arrive, il est coupé en deux, mais là on n'a pas encore décidé soit de ne pas mettre la lame semi-réfléchissante, soit de la mettre. Alors comme Wheeler ne savait pas qu'on était des gens rapides, il imaginait qu'il fallait des temps cosmologiques, dont il disait c'est parti d'une galaxie lointaine, et comme ça on a tout le temps d'introduire ou de pas. Bon, mais vous allez voir qu'on a réussi à le faire. Oh, l'interféromètre était un peu grand, il faisait 50 mètres, il était dans un couloir de l'Institut d'optique, mais enfin, on a réussi à faire l'expérience. Donc voilà l'expérience, on a notre source qui émet les photons un par un. Ici, les photons s'engagent dans un interféromètre qui fait 48 mètres de long. Et on a ici une lame semi-réfléchissante un peu compliquée, il y a des électro-optiques. Mais disons qu'avec une résolution de quelques nanosecondes, on peut choisir de mettre ou d'enlever la lame semi-réfléchissante en jouant sur des polarisations. Alors, comment se fait le choix? Le choix se fait avec un dispositif qu'on appelle pompeusement, mais c'est le jargon dans la littérature, Quantum Random Noise Generator. Alors pourquoi quantum? Parce que le bruit est soi-disant d'origine quantique. Donc si on est au-dessus du seuil, on met la lame semi-réfléchissante. Si on est en dessous, on ne le met pas. Le point clé, c'est que la décision ici est une décision qui est séparée par un intervalle, qui est séparée de façon relativiste, donc par un intervalle du genre espace, du passage du photon ici. Donc en pratique, on prend la décision au moment où le photon est au milieu de l'interféromètre, donc longtemps après qu'il ait passé la lame semi-réfléchissante. Alors après, il y a des détails, on change la différence de marche, etc. Et on enregistre tout ça dans un ordinateur et on trie d'un côté les résultats quand la lame semi-réfléchissante était là, et de l'autre côté les résultats quand elle n'était pas là, et on présente ça en fonction d'une différence de marche qui est contrôlée quelque part ici. Alors voilà le résultat. Pour les résultats où la lame était là, eh bien, on a une magnifique figure d'interférence. Alors, je vous signale que sur le plan expérimental, ce sont des sources qui ne sont pas monochromatiques, ce sont des interféromètres qui font 50 mètres de long. Avoir des franges avec un contraste à 94%, c'est un vrai tour de force, mais ils l'ont fait. Les jeunes gens qui ont travaillé là-dessus l'ont fait. Et puis, naturellement, eh bien, pour les expériences dans lesquelles la lame semi-réfléchissante n'était pas là, il n'y a pas d'interférence. Puis on vérifie que si on coupe là, ben, ils arrivent tous ici. Et puis que si on coupe là, ils arrivent tous ici. Enfin, donc ça se comporte bien là comme une particule unique qui allait soit d'un côté, soit de l'autre. Donc voilà l'expérience à choix retardé de Wheeler. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que Wheeler avait dit de cette expérience, mais il ne connaissait pas le résultat, mais il s'en doutait quand même, parce qu'il croyait à la mécanique quantique, Wheeler. Et alors voilà ce qu'il avait écrit. Il avait dit, et donc, on décide que le photon sera arrivé par un chemin, ou par les deux chemins à la fois, après que le voyage soit terminé. Donc le choix entre les deux options se fait non pas au début du voyage, mais à la fin. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà. Alors maintenant, un petit coup de technologie. La dualité onde-particules, c'est quelque chose de miraculeux. On va dire de façon plus générale, l'émergence de cette physique quantique dans les premières décennies du XXe siècle, c'est quelque chose de merveilleux parce que y a peu de théories physiques qui aient eu autant de succès et autant d'applications, parce que non seulement ça a permis de comprendre un grand nombre de phénomènes physiques fondamentaux, ne serait-ce que la structure de la matière. Je vous rappelle, il faut passer son temps à se rappeler que la physique classique ne permet même pas de comprendre la stabilité de la matière. À la fin du XIXe siècle, on sait que la matière est formée de charges positives et négatives, et dans la vision
classique, charges positives et négatives doivent s'attirer et la matière doit s'effondrer sur elle-même. Si elle ne s'effondre pas, c'est à cause, si vous voulez, du principe d'incertitude de Heisenberg, ou enfin c'est à cause de la quantification, quoi. Bon, et puis on comprend donc les propriétés mécaniques, la liaison chimique, les propriétés optiques, etc. On comprend des propriétés exotiques, la superfluidité de l'hélium, et on va comprendre la supraconductivité grâce à la physique quantique. Et puis, il faut dire et répéter que ces engins, ces dispositifs qui ont révolutionné notre société, le laser, le transistor, les circuits intégrés. Alors pourquoi le laser? À cause des fibres optiques. Vous ne pouvez pas envoyer de l'information dans les fibres optiques si vous n'avez pas des lasers. Ces systèmes-là n'ont pas été inventés par un bricoleur dans un garage en Californie ou ailleurs. Ils ont été inventés par les plus grands physiciens de l'époque. Le transistor a été inventé par les gens qui avaient les prix Nobel en matière condensée. Les lasers, je n'ai pas besoin de vous... Bon, Charles Townes vient juste de mourir. Charles Townes, qui a inventé le laser, est un très grand physicien. Donc, il faut dire et répéter que seule la mécanique quantique permettait d'inventer ces choses-là et de nous donner la société de l'information dans laquelle nous vivons. Alors, deuxième révolution quantique, où j'en suis du temps, 25 minutes. Deuxième révolution quantique, il me semble qu'on peut dire qu'elle démarre avec le débat Bohr-Einstein, et nous sommes aujourd'hui à l'ère des technologies quantiques. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1935 ? Einstein, avec Podolsky et Rosen, publie un papier en disant « Nous avons remarqué que le formalisme de la mécanique quantique, dont le formalisme standard de la mécanique quantique, celui orthodoxe auquel tout le monde croit, que ce formalisme nous permet d'imaginer des états pour lesquels on va avoir des corrélations dans des mesures faites loin l'une de l'autre sur des paires d'objets. » Alors, dans l'article original d'Einstein, Podolsky et Rosen, il y avait une paire d'électrons qui s'éloignaient, et puis on avait une très forte corrélation entre leurs positions et une très forte corrélation dans leur vitesse. Et à partir de là, Einstein a élaboré un raisonnement que je vais rapidement esquisser, mais en le transposant au cas des photons, parce que c'est avec les photons que les expériences ont été faites. Donc alors j'aimerais savoir, parce que je vais revenir ici dans une quinzaine de jours, n'est-ce pas Thibault, combien de gens seront là aussi? Parce que j'ai un problème, je vais un peu me répéter, parce que Thibault m'a demandé de revenir pour passer explicitement de ça. Ça fait rien, j'y vais. Oui, comme on dit, la pédagogie est l'art de la répétition. Mais je me concentrerai sur cette partie-là. Donc voilà comment ça se présente, Einstein, Podolsky et Rosen, avec des paires de photons. Vous avez les deux photons qui sont émis par la même source, l'un va vers la gauche, l'autre vers la droite. Il n'est pas question d'indiscernabilité, c'est pour ça que j'en ai dessiné un rouge et un bleu, ils n'ont pas la même longueur d'onde. Hein. Et on mesure leur polarisation. Alors vous savez que la polarisation, alors peut-être que beaucoup d'entre vous sont habitués au spin en demi, alors un spin en demi, on peut trouver vers le haut ou vers le bas. Un polariseur, on trouve plutôt deux résultats qui sont suivant cette direction ou suivant la direction orthogonale. Mais mathématiquement, vous voyez bien que c'est la même chose, c'est un espace de dimension 2. Donc on mesure ici la polarisation et on trouve soit le résultat plus 1, soit le résultat moins 1. Le résultat plus 1 veut dire que la polarisation était parallèle à un certain axe optique du polariseur, et le résultat moins 1 veut dire que la polarisation a été trouvée perpendiculaire à cet axe optique. Et naturellement, eh bien, pour un photon en général, il n'y a pas de raison qu'il soit un état propre de la mesure qu'on fait ici. Donc, en général, le photon arrive ici, on a une certaine probabilité de trouver plus 1, une certaine probabilité de trouver moins 1, et ces probabilités, on peut les mesurer, puisque je répète mon expérience un grand nombre de fois, et je fais des statistiques dont j'ai des probabilités P+, P- pour l'orientation A, P+, P- pour l'orientation B. C'est pas passionnant. Par contre, ce qui est vraiment passionnant, c'est de regarder les corrélations. Et c'est ça qu'Einstein, Podolsky et Rosen ont dit, il faut regarder les corrélations. Donc on regarde la probabilité d'observer plus 1 ici et plus 1 là, quand les orientations sont A et B, et on les mesure. Donc on peut mesurer ces quatre probabilités. Donc jusque-là, j'ai juste décrit une expérience, il n'y a pas de mécanique quantique. Alors la mécanique quantique apparaît quand on crée un état de cette forme. Ce sont précisément les états de type Einstein, Podolsky et Rosen. C'est ce type d'état que ces auteurs
nous ont dit de regarder de près. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces états? Je pense que tout le monde a vu. Alors bon, les notations, ça veut dire quoi, hein? Je suis dans un espace à deux états de dimension 2, dont la base c'est soit x, polarisé suivant x, soit y, polarisé suivant y. Donc une paire XX, c'est une paire de deux photons polarisés comme ça. Une paire YY, c'est une paire de deux photons polarisés comme ça. Et ce que nous disent Einstein, Podolsky et Rosen, c'est que rien dans le formalisme de la mécanique quantique ne nous empêche de considérer cette superposition d'états. Et qu'est-ce qu'elle a de remarquable? C'est que vous ne pouvez en aucun cas factoriser. Vous ne pouvez pas factoriser ceci en un état relatif au premier photon, produit tensoriel, un état par l'autre photon. Donc ça veut dire que cette superposition, ça plus ça, c'est vraiment choquant, parce que à la limite, si on veut exagérer, c'est aussi choquant que le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. C'est pas deux photons polarisés comme ça, hein, c'est vraiment ça plus ça. Et alors, on se rend compte du caractère assez étonnant de cet état quand on se met à calculer, c'est un exercice élémentaire du niveau maîtrise hein, de mécanique quantique, on se met à calculer les probabilités d'observer plus 1 ou moins 1 et surtout les probabilités conjointes. Alors les probabilités d'observer plus 1 et moins 1, on trouve 50% d'avoir plus 1, 50% d'avoir moins 1, quelle que soit l'orientation. Donc vu d'un photon tout seul, il apparaît totalement non polarisé. Le deuxième photon, même chose. Quelle que soit l'orientation, on a autant de chances d'avoir plus 1 que moins 1 non polarisé. Mais quand on regarde les probabilités conjointes, on a 1/2 de cosinus carré de l'angle entre les polariseurs. Donc si on prend un angle nul, eh bien on trouve P++ égale 0. Donc si je mets les deux polariseurs parallèles, P de plus égale 1/2. P de moins égale 1/2. Et ça, bien que ça n'en ait pas l'air à première vue, il suffit de regarder un tout petit peu mieux pour se rendre compte que c'est une corrélation totale. Pourquoi c'est une corrélation totale? Je vous rappelle que du premier côté, vous avez une probabilité 50% d'arriver en haut et une probabilité 50% d'arriver en bas. Maintenant, la probabilité conjointe vaut également 50%. Ce qui veut dire que la probabilité conditionnelle d'observer plus 1 ici, si j'ai observé plus 1 là, est de 100%. Et si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, P plus moins égale 0. Donc si j'observe ici, je suis certain de ne pas observer là. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai un jeu de pile ou face à droite, j'ai un jeu de pile ou face à gauche, mais si je trouve pile à droite, j'ai pile à gauche, si je trouve face à droite, j'ai face à gauche, donc corrélation totale. Bien. Et donc, à partir de là, la question qui se pose, qu'on peut se poser, et que se pose d'une certaine façon Einstein, et en tout cas, moi, c'est ma façon de réfléchir à la physique, je me dis, OK, il y a des corrélations. Alors je ne me mets pas, comme aurait dit De Gaulle, à sauter comme un cabri en disant des corrélations, c'est miraculeux. Non. Mais par contre, si j'ai choisi de devenir physicien, c'est parce que je pense que précisément les corrélations ne sont pas miraculeuses, que nous avons une explication pour les corrélations et que cette explication, ça s'appelle des phénomènes physiques et des lois physiques. Et donc on se dit, est-ce qu'on a une explication pour ces corrélations? Alors on peut dire, oui, il y a une explication, c'est la mathématique du calcul quantique qui vous permet de les prédire. Oui, mais j'aime bien, moi, raisonner sur des images, alors je me dis, est-ce qu'on a une image? Et là, on va donc, est-ce qu'on peut faire une image? Et puisqu'on a un calcul de mécanique quantique qui nous prédit ça, est-ce qu'on peut bâtir une image à partir du formalisme quantique? Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, non, il n'y a pas moyen de faire une image, en tout cas, de faire une image à partir de la façon la plus simple de faire le calcul. Parce que la façon la plus simple et la plus efficace de faire le calcul consiste à se placer dans l'espace produit tensoriel des états du premier photon et de l'état du deuxième photon, et là, tout se déroule fort bien. Mais le problème, c'est que ça se passe dans un espace de Hilbert abstrait. Et moi, ce que j'appelle des images, mais il n'y a pas que moi, j'ai une bonne référence ici, ce que j'appelle des images, c'est quand même quelque chose qu'à la fin, je décris dans le laboratoire. Ascher-Pérez, qui est un théoricien très connu de mécanique quantique, bohrien orthodoxe, a quand même écrit en introduction de son livre sur l'optique quantique, les phénomènes quantiques ne se produisent pas dans un espace de Hilbert. À la fin, ils se produisent dans un laboratoire. Et donc, il est quand même légitime de demander une image dans l'espace réel, pas seulement dans les espaces de Hilbert. Et là, on tombe sur un petit problème qui n'avait pas échappé à Schrödinger, parce que Schrödinger, peu de temps après avoir écrit l'équation de Schrödinger et sa théorie, a commencé par développer une image dans l'espace réel
qui marchait bien avec le courant de probabilité, conservation de courant et des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à faire un calcul avec 2 particules, et là, il avait identifié le problème dont je vais vous parler maintenant, qui est le problème de la non-localité. Alors voilà comment ça se présente. Vous vous dites, j'insiste pour faire une description dans l'espace réel et pas juste dans l'espace produit tensoriel. Alors pour faire cette description, je vais supposer que ce polariseur est un peu plus près de la source que l'autre, donc je vais d'abord faire une mesure ici. Alors qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir plus 1 ou moins 1. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais dans le livre, Franck est là, hein. Franck, tu vas valider que je ne dis pas de bêtises, tout ce que je dis, c'est dans la Bible là-bas, la Bible co-signée par Franck. Donc, on va à la bonne page, et on nous dit, juste après la mesure, eh bien, on doit projeter l'état initial sur le sous-espace propre associé au résultat de la mesure. Et quand vous faites l'opération, quand vous projetez ça sur le sous-espace propre associé au résultat plus 1 lorsque le polariseur est placé dans la direction A, eh bien vous trouvez plus A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire premier photon polarisé dans la direction A, ça c'est normal, c'est le résultat que vient de trouver. Mais le deuxième, polarisé pareil. Cette fois-ci, c'est un produit tensoriel, je peux vraiment parler de l'état du deuxième. Mais si j'avais trouvé moins 1, alors la fameuse projection me donne moins, comme ça. Bon, mais ok, ça marche, donc j'ai ça, et après je continue le calcul parce que je sais quel est le résultat de la mesure de ce polariseur, soit sur plus A, soit sur moins A, donc je déroule le calcul, et je trouve les mêmes résultats que précédemment. Donc, pas de problème, je trouve les mêmes résultats d'une façon un petit peu plus compliquée, un peu plus longue, donc pour les étudiants qui doivent passer un examen, ce n'est pas la méthode la plus efficace, mais si on cherche à comprendre, c'est pas mal aussi. Et donc, ça va, on est content, on a une image dans l'espace réel. Sauf qu'il y a quand même un petit problème. C'est que le fait qu'on trouve plus 1 ou moins 1 ici a l'air d'affecter instantanément l'état du deuxième photon, qui est pourtant à une distance. Donc vous comprenez bien que Einstein, il n'était pas vraiment heureux d'une image comme ça. Donc c'est ce que certains appellent la non-localité quantique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut se dire, mais après tout, des corrélations comme ça, on en observe plein. Les jumeaux ont la même couleur des yeux, vont peut-être développer à l'âge de 20 ans ou de 30 ans la même pathologie. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est normal, c'est des jumeaux vrais, ils ont le même jeu de chromosomes, il y en a un qui est parti, les parents ont divorcé, un a été élevé aux États-Unis, l'autre a été élevé en Australie, néanmoins, 20 ans après, il y a toujours des corrélations fortes dans la couleur des yeux, dans les pathologies qui sont... dans certaines pathologies qui sont développées, dont on se dit c'est pas difficile, les 2 photons ont été créés dans la même source, et donc, ils partagent une propriété commune, et partageant cette propriété commune, on ne va quand même pas être étonné qu'il y ait corrélation entre le résultat de la mesure et les résultats de la mesure de l'autre côté. Donc c'est une image simple et convaincante, mais Bohr s'est immédiatement opposé à cette conclusion, qui était une conclusion implicite. Alors, il n'y avait pas de lambda. Lambda, c'est Bell qui les a introduits plus tard, mais la conclusion était implicite dans l'article Einstein, Podolsky et Rosen, que la mécanique quantique devait être complétée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire compléter? Ben oui, je vous rappelle, j'aurais dû le réécrire ici. En mécanique quantique, toutes les paires sont décrites par le même vecteur d'état. Le 1 sur racine de 2, xx plus y, donc tous décrits par le même. Tandis qu'ici, on commence à raconter qu'il y a certaines paires qui sont vouées à donner ça dès le départ, d'autres qui sont vouées à donner ça. Donc, en introduisant ce lambda, on va au-delà de la description quantique, et Bohr, toujours dans son style inimitable, c'est-à-dire quand même particulièrement obscur, mais si on le relie bien avec le recul de l'histoire, il est clair que Bohr avait une profonde intuition du fait qu'on ne pouvait pas compléter la mécanique quantique et que si on complétait la mécanique quantique, les choses allaient mal se passer. Seulement, il n'a quand même pas démontré. Et le fait de le démontrer, eh bien, donc Bohr affirme qu'on ne peut pas compléter la mécanique quantique sans détruire sa cohérence, mais encore une fois, il ne le démontre pas vraiment, il l'affirme par des arguments pas faciles à suivre. Alors, il y a quelqu'un qui joue un rôle. D'ailleurs, il joue un rôle important, c'est lui qui invente le mot intrication, entanglement.
Alors Schrödinger écrit un article à peu près au même moment, en 1935, et c'est quand même assez intéressant. Vous lisez l'introduction de son article et il dit « This paper does not aim at a solution of the paradox, it rather adds to it if possible ». Donc Schrödinger souligne que c'est un problème quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce que les jeunes physiciens utilisent tous les jours la mécanique quantique avec les succès que je vous ai décrits. Donc ça marche très bien. Bon, il y a deux vieilles gloires qui ergotent là pour savoir... Parce qu'il faut voir, ils ont discuté jusqu'à la fin de leur vie. Vous lisez les articles de Bohr, enfin les débats entre Bohr et Einstein jusqu'à la fin de leur vie, c'est sur EPR, sur ce sujet-là. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « la mécanique quantique, c'est formidable, ça nous permet de comprendre la nature ». Alors là, j'exagère, s'il y a un peu d'anachronisme là, mais enfin, en tout cas, ils comprennent la superfluidité, la supraconductivité, des choses comme ça. Et surtout, à mon avis, le point important qui fait que même ceux qui s'intéressent un peu au problème, finalement, n'y donnent pas une attention trop grande, c'est que Einstein est parfaitement d'accord avec le formalisme quantique. Il ne met pas en cause les résultats des calculs orthodoxes, si j'ose dire, des calculs à la Dirac. Il dit simplement « moi, je voudrais l'interpréter différemment ». Donc ce n'est qu'un désaccord sur l'épistémologie, sur l'interprétation, mais il n'y a pas de désaccord sur la façon de faire les calculs. Donc les jeunes, ils ont autre chose à faire, ils se disent « quand je serai à la retraite, j'aurai toujours le temps de réfléchir à ça », n'est-ce pas Franck? Franck s'y intéressait avant d'être à la retraite. Et donc arrive John Bell, qui, reprenant le raisonnement, les idées implicites dans l'article d'Einstein, Podolsky et Rosen, dit eh bien, prenons au sérieux cette idée que je peux compléter la mécanique quantique en invoquant des chromosomes communs, en quelque sorte, et il démontre que, eh bien, à ce moment-là, vous avez des contraintes sur les résultats, et ces contraintes sont violées par la mécanique quantique, dont en deux mots, je passe rapidement, ceux qui veulent en savoir plus, il faudra revenir dans quelques semaines. Le formalisme mathématique, le formalisme algébrique de Bell est extrêmement simple. Il suppose que ces propriétés existent, qu'elles sont décrites par une densité de probabilité qui est tout à fait normale, puisqu'elle est positive et normalisée à 1. Il introduit pour chaque polariseur une fonction dont la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être dichotomique, c'est-à-dire une fois que vous avez fixé l'orientation et une fois que vous avez fixé la valeur du paramètre lambda, eh bien, vous trouvez plus 1 ou moins 1, et moyennant ça, eh bien, il démontre, je vais accélérer un petit peu, il démontre, voilà, encore, voilà, il démontre qu'il y a une certaine quantité, S, qui est la combinaison de 4 coefficients de corrélation que vous mesurez en prenant 2 orientations possibles d'un côté, A ou A', 2 orientations de l'autre côté, B et B', et vous faites une mesure AB, AB', A'B, A'B'. Vous combinez ces 4 nombres comme ça. Alors pourquoi 3 plus et 1 moins? Il fallait un petit coup de génie, et donc Bell a eu ce coup de génie. Et donc, cette quantité doit être comprise entre moins 2 et plus 2 si chacun de ces coefficients de corrélation peut s'interpréter en introduisant des lambdas. Maintenant, revenons aux prédictions de la mécanique quantique. Dans l'état que j'avais décrit tout à l'heure, on avait en fait le coefficient de corrélation est égal au cosinus de 2 fois l'angle entre les polariseurs. Et encore une fois, je ne vais pas m'appesantir, vous pouvez soit lire les articles, soit revenir dans quelques semaines. Si vous prenez ce jeu d'orientation, où vous avez pi sur 8, ici, donc 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4, cosinus de pi sur 4, même les théoriciens savent que ça fait 1 sur racine de 2, n'est-ce pas? Et donc, vous mettez ça là-dedans, vous avez 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, mais ici, si je prends l'angle double, eh bien le cosinus vaut moins 1 sur racine de 2. Ah oui, mais il y avait juste un signe moins, donc ça fait encore plus 1 sur racine de 2. Donc tout ça, ça fait 4 fois sur racine de 2, donc ça fait 2 racines de 2, donc c'est plus grand que 2. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'un modèle avec des lambdas, basé sur les idées qu'on appelle de réalisme local, dont on peut affirmer de bonne foi que c'est des idées en accord avec la vision du monde d'Einstein, eh bien, un tel modèle ne pourra jamais reproduire les résultats de mesure avec ce jeu d'orientation. Donc la possibilité de compléter la mécanique quantique
en suivant les idées d'Einstein. Ce n'est plus une question d'interprétation, une question de goût, mais c'est devenu une question expérimentale. Alors là, pour le coup, je vais simplifier. Il y a eu 3 séries d'expériences. Les expériences des pionniers, aux États-Unis, naturellement, entre 72 et 76. Une série d'expériences faites à l'Institut d'optique et donc ils se sont terminés en 1982, quand j'ai eu la chance d'être rejoint par des jeunes étudiants à l'époque, Philippe Grangier et Jean Dalibard. On a terminé tout ça ensemble. Le résultat le plus remarquable que nous ayons eu, en dehors du fait que la source de photos intriquées était tellement meilleure que les sources des prédécesseurs qu'on avait des résultats impeccables, alors que les prédécesseurs, ça demandait des longues statistiques. Et donc, on a pu compliquer l'expérience, et c'est celle sur laquelle j'ai eu la chance d'avoir Jean comme étudiant. C'était un étudiant de luxe. On a réussi, c'est dans l'esprit de l'expérience à choix retardé de Wheeler, on a réussi à décider de l'orientation du polariseur après que les photons aient quitté la source. Et dans ce cas-là, on mettait vraiment le doigt sur la non-localité quantique dans toute sa splendeur. Ensuite, eh bien, en commençant à la fin des années 1980, il y a une nouvelle série d'expériences qui ont démarré. Le progrès majeur, ça a été de faire des sources de paires de photons intriqués qui non seulement étaient efficaces par le nombre de photons émis par seconde, mais nous, dans notre cas, ils étaient émis dans des grands angles solides. Avec les nouvelles sources, ils ont été capables de faire des paires de photons intriqués dont les photons étaient émis dans des directions parfaitement bien déterminées. Du coup, on peut les faire rentrer dans des fibres optiques, et donc on peut reculer les appareils très loin. Alors ça, c'est une expérience que j'adore, parce que c'est une expérience qui est faite par Nicolas Gisin à Genève, et Nicolas Gisin a réussi à convaincre Suisse Telecom de lui prêter le réseau de fibre optique commerciale la nuit. Alors j'aime bien taquiner en lui disant « Ah bon, parce que les Suisses, c'est des gens tranquilles, non, la nuit, ils dorment, ils ne sont pas sur Internet, donc du coup, tu peux utiliser leur fibre optique. » Le fait est qu'il a fait des expériences en utilisant le réseau commercial de Suisse Telecom, et je crois qu'il a fait des expériences à 30 ou 40 ou 50 km, et l'intrication est toujours là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, Jean l'a évoqué tout à l'heure. En 1982, notre ami... Pardon, Alain, vas-y. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas tenir ce que tu appelais absolument. De réalisme absolument. Local. Absolument. La conclusion... Alors, qui dit quoi? Je croyais avoir mis des transparents là-dessus, et donc ça veut dire que je les ai mis dans le désordre, donc je vais essayer de répondre à la question, parce que figure-toi qu'Einstein avait répondu à la question. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui lui a pris? Ben, je vais t'expliquer pourquoi Einstein avait répondu à la question. Où est-ce que je l'ai mis, ce transparent? Voilà. Alors, on y va. Alors, pourquoi Einstein avait-il prévu le résultat négatif de ses expériences? Parce qu'il avait fait un raisonnement par l'absurde. Il avait dit, si vous ne me croyez pas, voilà ce qui vous attend, mes petits amis. Ce qui vous attend, c'est que vous devez ou bien laisser tomber la nécessité de l'indépendance des réalités physiques présentes à divers points de l'espace, ou bien, ce qui à mon avis est assez équivalent, et à son avis aussi, je suppose, accepter que la mesure que vous faites sur un système S1 qui est ici change instantanément, c'est lui qui l'écrit instantanément, c'est pas moi, change instantanément la situation réelle de l'autre système qui est loin. Et quand il dit loin, encore une fois, pour Einstein, c'est clair, c'est séparé par un intervalle du genre espace. C'est ça que ça veut dire loin pour lui. Hein. Donc Einstein vous dit, si vous ne me croyez pas, voilà ce qui va vous arriver. Et donc ce résultat négatif de ces expériences nous conduit à dire, ben oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui appellent ça la non-localité quantique, d'autres appellent ça, moi j'aime bien ça, mais il y a des gens qui préfèrent parler de holisme quantique. Alors pourquoi holisme quantique? C'est parce qu'une façon de voir ces expériences consiste à dire, ce qui ne va pas dans la description qu'on a essayé de donner, c'est de couper la paire en deux. C'est de dire il y a les propriétés du système S1 d'un côté et les propriétés du système S2 de l'autre. Le holisme quantique, ça consiste à dire, même quand elles sont loin l'une de l'autre, les deux particules forment un tout et un seul, et les propriétés de la paire, c'est plus que la réunion des propriétés du premier objet et des propriétés du deuxième objet. Il y a plus dans la paire que dans la somme des composantes. Alors cette remarque, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceci est à la base de l'information quantique.
C'est-à-dire l'intrication va être à la base de l'information quantique, et le fait qu'il y ait davantage dans des paires intriquées, puis après quand on va l'intriquer 5, 6, 10, le fait qu'il y ait davantage dans un système de particules intriquées que la somme des propriétés individuelles des particules, c'est ça qui fait qu'il y a une capacité phénoménale de stockage d'informations dans la physique quantique. Donc je vais revenir au point où j'en étais quand même, si ça ne vous ennuie. Oui, on s'arrête, hein? Oui, oui. Ah, mais du coup, j'ai perdu le temps comme j'ai changé de diapo. J'en suis à combien, là? Non, mais 7 minutes. Non, mais c'est bon, là, je suis à la fin. Tu m'as dit que je pouvais prendre autant de temps que je voulais, mais je t'ai pas cru. Je t'ai pas cru. Ah, il ne faut pas le dire à tout le monde, d'accord, hein, d'accord. Voilà. Donc, pour revenir à ce que Jean nous a dit tout à l'heure, en 1982, Feynman a donc écrit un papier où clairement il dit toute ma vie je me suis fait des illusions, mais il y a un deuxième truc là, dans la mécanique quantique sur lequel je n'avais pas insisté, qui est quand même assez extraordinaire, qui est cette intrication. Au passage, il écrit les inégalités de Bell. Il cite pas Bell, parce qu'à la Feynman, il a dû se les reconstituer pour lui-même, donc pourquoi citerait-il les autres, puisqu'il se les reconstitue pour lui-même. Et Feynman étant Feynman, une fois qu'il a mis le doigt sur le problème, il se dit « mais ce truc, c'est si formidable qu'on doit pouvoir en faire quelque chose ». Et donc, comme Jean l'a dit, il invente le concept. Alors, on dit d'ordinateur quantique. En fait, le concept qui est clairement dans ce papier, c'est le concept de simulateur quantique. Comme Jean l'a expliqué tout à l'heure, il dit voilà, si vous avez un système de particules intriquées, n'essayez même pas de le mettre sur un ordinateur classique, parce que la taille de l'espace des états augmente exponentiellement avec le nombre de particules intriquées, donc aucun ordinateur n'arrivera à vous prendre tout ça en compte dès que vous avez quelques dizaines de particules intriquées, dont la seule chose que vous puissiez faire, c'est un simulateur quantique, comme Jean l'a dit, c'est-à-dire vous prenez votre système d'électrons qui, dans certains cas, ne sont pas faciles à observer, et vous le remplacez par un système équivalent. Donc Feynman ne savait pas qu'on utiliserait, par exemple, les atomes froids pour chercher un système équivalent, mais l'idée était là-dedans. Mais tout ça déclenche un grand mouvement, qui est le grand mouvement de l'information quantique, parce que, alors je citais un certain nombre de noms, là-dedans, les gens réalisent qu'il y a un vrai potentiel très fort, non seulement pour faire des calculs, mais aussi pour transmettre l'information d'une façon totalement inédite. Et là, j'aime bien donner l'exemple de la cryptographie quantique dans le schéma d'Arthur-Eckert. Pourquoi ? Parce que le schéma d'Arthur-Eckert découle directement de ce qu'on a vu sur les photons intriqués. Le problème de la cryptographie quantique, tel qu'on le présente habituellement, on part d'un théorème de Shannon qui dit qu'on peut avoir une sécurité absolue si on a Alice et Bob qui ont deux copies identiques de la même clé, qui est une suite aléatoire de 1 et de 0, ou de 1 et de moins 1, ce que vous voulez. Et donc, Alice se sert de la clé pour coder, Bob se sert de la clé pour décoder, et l'espion qui est là, qu'on appelle Eve, parce qu'en anglais ça s'appelle eavesdropper, donc c'est une astuce de physicien. L'Ève moustachue qui est là ne peut rien faire si Alice et Bob utilisent ce théorème de Shannon. Mais le théorème de Shannon dit la chose suivante. Le message ne doit pas être plus long que la clé. Car si le message est plus long que la clé, on va repérer des régularités dans le système, et donc c'est la base de la façon dont on casse les codes de cryptographie, parce qu'il y a des régularités dans toutes les langues, les lettres n'ont pas la même fréquence, etc. Donc si vous voulez que la méthode fonctionne, il faut avoir un message qui n'excède pas la longueur de la clé. Donc on l'utilise une fois, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut générer une nouvelle clé. Et donc le but, quand on dit cryptographie quantique, en fait, il s'agit de générer une nouvelle clé à distance. Alors il y a plusieurs méthodes, mais cette méthode, après que j'ai expliqué un petit peu l'intrication, cette méthode est particulièrement élégante, parce que si vous m'avez suivi, la violation des inégalités de Bell veut dire que tant que les photons ne sont pas arrivés au bout ici, ils n'ont pas, on ne sait pas s'ils valent plus 1 ou moins 1. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Puisque ce n'est qu'au dernier moment qu'on va avoir soit 2 fois plus 1, soit 2 fois moins 1, mais jusqu'au dernier moment, on ne le savait pas. Parce que si on le savait, alors on n'aurait pas violé les inégalités de Bell. Donc c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique inconditionnelle. C'est-à-dire que si on est capable de violer les inégalités de Bell, on peut dire qu'on est certain qu'il n'y avait rien à espionner. Alors si l'espion qui est là
dispose d'une super technologie et est très malin. Ce qu'il peut faire, c'est intercepter le photon qui est là, faire une mesure, et puis renvoyer un photon avec la même polarisation que le résultat qu'il a trouvé. Mais là, vous voyez bien qu'il a en quelque chose fait apparaître une polarisation. Donc si Alice et Bob, de temps en temps, qui communiquent par une radio ouverte, disent « Tiens, sur les 10 dernières manips, on fait un test d'inégalité de Bell » et ils échangent leurs données. Et bien, si l'espion a fait une mesure et renvoyé le photon, à supposer qu'il ait une technologie parfaite, avec la même polarisation que ce qu'il avait trouvé, eh bien, Alice et Bob vont dire « Oula !» On ne viole pas les inégalités de Bell, on arrête d'émettre. Donc voilà l'idée. Alors l'idée, évidemment, dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça, mais ce sont des schémas qui fonctionnent. Vous pouvez même acheter des systèmes. D'ailleurs, Nicolas Gisin a une société qui vend des systèmes de cryptographie quantique qui n'est pas basée tout à fait sur cette idée-là, c'est une autre idée, mais peu importe. L'idée, c'est d'utiliser les propriétés de la physique quantique pour garantir la sécurité. Et vous voyez bien que c'est un changement complet de paradigme parce que normalement, dans la sécurité aujourd'hui, vous faites l'hypothèse que votre adversaire n'a pas une technologie considérablement supérieure à la vôtre. S'il a des ordinateurs 1000 fois plus puissants que vous, il va arriver à casser les codes RSA. Ou s'il a un mathématicien génial qui a démontré un théorème qu'aucun de nous ne connaît et qui permet de factoriser de façon efficace les nombres, il va aussi nous casser. Donc aujourd'hui, dans la cryptographie classique, la sécurité repose sur l'hypothèse que l'ennemi n'a pas une technologie ou des théorèmes mathématiques très supérieurs aux nôtres. En cryptographie quantique, la sécurité repose sur l'hypothèse que les lois de la physique quantique sont vraies. Ça a l'air assez robuste jusqu'à présent. Bon. Donc, on conclut. Oui, ben voilà, c'est ça que je voulais vous décrire. Le calcul quantique, le fameux ordinateur quantique. Alors, autant la cryptographie quantique marche, autant l'ordinateur quantique, honnêtement, personne ne sait si ça marchera un jour. Mais en tout cas, c'est rudement intéressant. Alors, l'idée de base du calcul quantique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on commence à intriquer les particules, on a un espace des états de taille de plus en plus grande. Donc si j'ai 2 particules intriquées, la dimension est 4. Si j'en ai 3, c'est 2 au cube, 8. Donc si j'ai déjà 10 particules intriquées, ça fait un espace de dimension 2 à la puissance, qu'est-ce que j'ai dit 10, ça fait 1000 à peu près, d'accord? Et puis 1 million, etc. C'est exponentiel. Et donc l'idée de base, c'est que si j'intrique assez d'états, assez de qubits, de bits quantiques, et que je fais une opération dessus, eh bien, j'ai un parallélisme massif. C'est-à-dire, je fais évoluer simultanément un très grand nombre de composantes. Alors après, c'est très subtil, très compliqué, il n'y a pas d'algorithmique, c'est-à-dire on sait citer quelques cas particuliers dans lesquels ça sert à quelque chose, mais si vous posez un problème donné, on n'est pas sûr du tout de savoir le traduire à supposer qu'on ait un ordinateur quantique. Puis il y a quand même un petit problème, c'est que d'après les meilleures estimations des meilleurs spécialistes, compte tenu des codes de correction d'erreurs, etc., pour avoir un ordinateur quantique performant, il faudrait arriver à intriquer au moins 100 000 qubits. Enfin, moi, c'est ce que me disent les spécialistes. Au moins 100 000 qubits. Et le record, aujourd'hui, je crois que c'est 14. Donc, si on n'arrive pas à faire une vraie percée conceptuelle, on n'est pas arrivé. Donc, il y a les simulateurs quantiques qui sont, eux, comme Jean l'a expliqué tout à l'heure, pas loin de donner des résultats intéressants par le fait qu'on ne pouvait pas nécessairement les calculer a priori, dont Jean en a donné un exemple. Il n'y a encore pas beaucoup d'exemples. Par exemple, nous, on a observé la localisation d'Anderson, mais dans une situation où on pouvait encore faire le calcul. On commence à peine à entrer dans le domaine où les théoriciens commencent à avoir du mal à faire les calculs. Mais enfin, ça, les simulateurs quantiques, ça fonctionne. Donc, j'insiste pas, Jean l'a assez présenté. Et donc, 2 mots sur la seconde révolution quantique. Alors, la seconde révolution quantique, en fait, elle a 2 ingrédients. Le premier, dont j'ai abondamment parlé, c'est l'intrication. Je voudrais insister, encore une fois, à la lumière de ce que j'ai dit, ou dans la continuité de ce que j'ai dit, sur le fait que l'intrication, c'est vraiment radicalement différent de la dualité en 2 particules. Pourquoi ? Parce que dans la dualité en 2 particules, ce qui est étonnant, c'est que ce soit à la fois onde et particules, et que normalement, ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais les concepts d'onde ou les concepts de particules, pris séparément, sont des concepts classiques,
que l'on sait décrire dans l'espace ordinaire. Donc on a encore recours à des concepts classiques qu'on sait décrire dans l'espace ordinaire. Lorsque vous avez l'intrication, je ne connais pas de moyen de le décrire dans l'espace ordinaire. L'intrication, je ne le sais la décrire que dans des espaces de Hilbert abstraits, dont je pense quand même qu'on est dans un degré différent d'étrangeté. Bon. Mais il y a un deuxième ingrédient, il n'y a pas que l'intrication. Toutes ces expériences que j'ai décrites, ce sont des expériences dans lesquelles on a appris, depuis à peu près les années 1970, à isoler, manipuler, observer des objets quantiques individuels. Dans les années 1950, Schrödinger lui-même avait dit que jamais on arriverait à observer des particules individuelles. D'ailleurs, que chaque fois qu'on se mettait à raisonner sur des particules quantiques individuelles, on arrivait à des conclusions ridicules. Et ce n'est qu'à partir des années 1970, par exemple avec les expériences de Hans Dehmelt, qu'on a su piéger un électron unique dans un piège qui ressemblait à peu près à cela, et l'observer, le garder pendant des semaines et l'observer. Qu'on a su voir et déplacer, ça c'est le microscope à force atomique, qu'on a su créer des photons uniques, qu'on a su créer des paires de photons intriqués, mais qu'on observait un par un. Quand on a fait des mesures de corrélation, les paires étaient bien identifiées. On regardait la corrélation entre un photon et son jumeau. On n'avait pas une foule de photons comme ça où on regardait grosso modo la corrélation entre un paquet à gauche et un paquet à droite. On les prenait une par une, les paires. Et donc, moi, il me semble que l'ensemble de l'intrication et du fait qu'on s'est mis à réfléchir alors ça, c'est les expériences de Serge et de Jean-Michel et de Michel Brune, hein, avec les photons uniques qui sont manipulés, etc. Bon, une expérience de saut quantique qui a fait beaucoup de bruit dans les années 1980. Donc, ce fait qu'on se soit mis à être capable de contrôler les objets quantiques, les objets microscopiques individuels et à regarder individuellement leur comportement quantique couplé à l'intrication, il me semble que c'est tout ça qui est à la base de ce qu'on appelle les technologies quantiques, et je pense qu'on peut légitimement dire qu'on est effectivement dans une nouvelle ère quantique ou une deuxième révolution quantique. Et donc ici, évidemment, comme c'est l'année de la lumière, eh bien, j'ai rappelé que la lumière était toujours au cœur de la première révolution quantique, de EPR, et de la nouvelle révolution quantique. Et je termine en disant que j'avais donc la chance d'avoir un généticien. Vous le reconnaissez ? Vous les reconnaissez ? La prescription. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Serge, une question. Bon, je crois que j'ai perdu ma voix, mais je vais essayer de faire un commentaire et poser une question. Tu as insisté sur le fait qu'il y avait deux mystères. Il y avait le mystère du dualisme en corpuscule et le mystère de l'intrication. Et que Feynman, au début, disait qu'il n'y avait qu'une seule question, qui était l'expérience de Jung, et qu'ensuite il a changé d'avis. À mon avis, les deux mystères sont liés, parce que dire si le système se comporte comme une onde ou comme une particule, comme Bohr l'a dit, ça dépend du montage expérimental. Merci. Quand tu passes d'un montage expérimental à l'autre et que tu forces le système de choisir le chemin, la trajectoire, tu intriques d'une façon ou d'une autre le système avec son appareil. Et donc l'intrication est déjà implicitement dans le choix du chemin. Par exemple, une des expériences de pensée d'Einstein, c'était d'imaginer que la fente était mobile. Si la fente devient mobile, elle s'intrique avec la particule, et l'intrication est déjà là, même si le mot n'avait pas été prononcé en 1927. Donc, il y a déjà l'intrication dans le dualisme onde-corpuscule pour savoir si le système va se comporter comme une onde ou comme une particule. Est-ce que tu es d'accord sur ce... Je suis d'accord et pas d'accord. Je dirais que là, pour le coup, c'est vraiment une question de point de vue. L'objet du débat, c'est un débat, je ne dirais pas qui fait rage, mais c'est un débat actif chez les gens de l'optique quantique. Le débat est le suivant, et à mon avis, il n'y a pas une bonne réponse, c'est une question de point de vue. La question est la suivante. Vous envoyez un photon et un seul sur une lame semi-réfléchissante. Et vous avez deux façons de décrire l'état qui se passe après. Soit vous gardez le point de vue première quantification. Alors si vous aimez pas, si vous dites c'est embêtant la première quantification avec le photon, imaginez que vous faites ça avec un atome ou avec un électron. Bon, là pour le coup, je suis légitime à parler de première quantification. Donc j'ai un objet unique et sa fonction d'onde, une fois
qu'il a passé la lame semi-réfléchissante, c'est la superposition d'un morceau ici et d'un morceau là. Donc là, il n'y a pas d'intrication du tout. Maintenant, quand on est en optique quantique, on peut aussi dire, attention, la lame semi-réfléchissante a un deuxième port, ici, et là, il rentre le vide. Et donc, vous vous retrouvez, après, donc cette fois-ci, je parle en termes de photons, vous vous retrouvez avec, après la lame semi-réfléchissante, avec la superposition de un photon ici, et puis le vide, et puis ici, vous avez 0,1. Et là apparaît l'intrication dont Serge est en train de parler. Mais moi, je maintiens, et d'ailleurs, quand tu regardes quand même le cours de Feynman et cette fameuse expérience de pensée, il invoque absolument pas ça. Il dit, la particule, l'électron, il passe soit d'un côté, soit de l'autre. Il est donc dans le point de vue première quantification. Donc je pense qu'il n'y a pas de nécessité, au moment de la dualité onde-particule pour une particule unique, il n'y a pas de nécessité d'invoquer l'intrication. Mais on peut le faire comme tu le fais. Je veux dire, et de toute façon, on est d'accord sur les résultats. Moi, je pense quand même, pour reprendre, tu as écouté ce que j'ai dit à la fin, moi, je fais une différence de nature parce que je suis quelqu'un qui raisonne par image. Et le fait que dans un cas, je peux continuer à avoir des images dans l'espace réel, alors que dans l'autre cas, je ne sais plus comment faire, quand même, ça me semble donner une nature différente. Je vais te donner un deuxième exemple. Tu as choisi le modèle d'Eckert pour la cryptographie. Oui. Brassard et Bennett ont une cryptographie qui est exactement mathématiquement identique. Oui. Ils se servent uniquement d'Heisenberg. Je suis d'accord. Les deux points sont équivalents. Sauf que si tu calcules la capacité de leur canal, tu t'aperçois que la sécurité de leur schéma, bien qu'ils utilisent des photons uniques, la sécurité de leur schéma dépend de la capacité du canal à transmettre de l'intrication. Donc ça va dans ton sens, quelque part. Mais on est d'accord que c'est conceptuellement équivalent. Mais attends, encore une fois, on est tous d'accord après sur les expériences qu'on fait, sur les résultats. C'est une question de point de vue. Moi, je voudrais quand même défendre le point de vue suivant, c'est que tant que les gens n'ont pas pris conscience de la portée du raisonnement d'Einstein, Podolsky, Rosen. Et ça, il faut quand même donner le crédit à Bell. Jusqu'à Bell, personne n'avait pris conscience de ce caractère scandaleux, révolutionnaire. Eh bien, personne n'a inventé l'information quantique. Non, mais vas-y. On est d'accord. C'était simplement. Ça, c'était un commentaire. Maintenant, j'ai une question historique. D'accord. Tu as dit que Bohr. Franck, alors il la met déjà. Tu as dit que Bohr, une question historique. Tu as dit que Bohr n'avait pas vraiment donné d'arguments, mais qu'il était intimement persuadé que la mécanique quantique avait raison. Je te pose la même question. Bell a eu le génie d'établir cette inégalité. Est-ce qu'il avait une idée sur la réponse? Alors, je peux te dire, moi, j'ai quand même rencontré souvent John Bell, et lorsque je suis allé le voir en 1974 pour lui parler de l'expérience dans 1974, il y avait déjà les résultats de l'expérience de Clauser et Feynman, qui était une expérience à appareil statique. Lorsque je suis allé le voir pour lui dire que j'avais l'intention de faire une expérience dans laquelle je changerais pendant le temps de vol, Bell m'a dit « Oui, cette expérience, il faut absolument la faire », et il l'a même écrit dans un papier à Legaz. Et bon, alors, je ne sais pas si tu as rencontré John Bell, moi je l'ai rencontré souvent, Franck l'a rencontré, c'était quand même quelqu'un qui ne se livrait pas trop. Moi, le sentiment que j'ai, on va demander le sentiment de Franck, c'est que avant que les expériences n'aient commencé à donner des résultats vraiment très clairs, il avait un doute, ou il avait un espoir, ou il avait, disons-le, tu es d'accord, tu vois, Franck approuve. Mais après, Bell était un homme raisonnable, c'était un grand physicien, c'était un homme raisonnable, et il disait, il est venu dîner à la maison le soir de ma thèse, hein, puisqu'il a été dans mon jury de thèse, avec Franck, avec Claude. Donc il est venu dîner à la maison et il disait, alors c'était peut-être par gentillesse, mais il disait « Ah, quand même, je suis malheureux qu'on ait obtenu ». Mais Bell ne mettait absolument pas en cause les expériences. Mais Bohr, moi je veux insister sur le fait que, certes, il n'était pas clair, mais je pense qu'il n'était pas clair parce qu'il n'avait pas réussi à formaliser un raisonnement aussi clair que celui de Bell. Mais je suis intimement persuadé qu'il avait une espèce d'intuition de quelque chose équivalent au théorème de Bell. C'est-à-dire que si on complétait la mécanique quantique de cette façon-là, à un certain moment, elle allait être autocontradictoire. Je pense qu'il avait cette intuition profonde. Tu ne penses pas, Franck? Là, je fais vraiment. Non, mais quand je lis ces textes... Non, mais dernière question, et toi, quelle intuition tu avais? Ah, moi, je trouve que les raisonnements d'Einstein sont tellement limpides et que les papiers de Bohr sont tellement obscurs
que franchement, je trouvais que ça valait la peine de voir si Einstein n'aurait pas raison. On est tout à fait d'accord, mais est-ce que tu avais une intuition ce que ça allait donner? Je vais te dire jusqu'au bout, tant qu'on n'a pas eu les résultats de la deuxième expérience, c'est une expérience dans laquelle on viole les inégalités de Bell par 40 écart-types, d'accord? Tant qu'on n'a pas eu ces résultats-là, j'avais des doutes. Alors après, il restait à faire la troisième expérience, celle qu'on a faite avec Jean. Mais celle dans laquelle on bouge les polariseurs, qui à mon avis est la plus profonde sur le plan conceptuel. Néanmoins, le fait que dans la deuxième expérience, non seulement on violait les inégalités de Bell par 40 écart-types, mais que, je vous rappelle, pour le boson de Higgs, ils n'ont pas eu besoin de 40 écart-types, mais le fait qu'en plus ça tombait pile poil sur les prédictions de la mécanique quantique qui prenait en compte les tout petits défauts de l'expérience, c'est-à-dire au lieu d'avoir des polariseurs 100%, ils ne faisaient que 99%, et ça tombait pile poil dessus. Là, quand même, c'était très impressionnant, quoi. Non, mais ça, il n'y a pas de doute, c'est impressionnant. Mais la question que je pose, c'est est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui... Étaient violés, tu veux dire. Oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, mais là... Plus gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. Non, si j'avais trouvé un résultat en accord avec les inégalités de Bell, je sais parfaitement ce que j'aurais fait, c'était prévu. J'aurais invité Ed Fry et John Clauser à venir dans mon labo, et on leur aurait dit, allez-y, refaites les manips avec nous, dites-nous. Je veux dire, c'est vraiment... Ça, c'était clair dans ma tête. Mais si Philippe Grangier était là, il vous dirait une chose, je pense que Jean... Mais Philippe le répète tout le temps, je ne sais pas si Jean s'en souvient. J'interdisais strictement qu'on fasse un test des inégalités de Bell tant que tous les morceaux de la manip n'avaient pas été contrôlés. C'est-à-dire, je ne voulais pas me trouver dans la situation où je fais un premier test, je ne les viole pas, et puis on travaille jusqu'au jour où on les teste. Non, Jean peut certifier, et Philippe aussi. On mesurait, on réglait les choses séparément une par une, mais le jour où on a fait le test, on a obtenu la violation, si tu veux. Non, mais là, tu as raison, bien sûr, ça avait des conséquences phénoménales. Mais... Remercions Alain pour ce... Il me pose des questions, je réponds.